On va juste faire une présentation très rapide de l'équipe de 3 modérateurs. On a 2 courageux qui sont venus avec nous sur la... les autres sont pas très courageux. Il y a encore des chaises. Il y a encore des chaises d'ailleurs. S'il y a des gens qui sont courageux, vous pouvez monter avec nous. Donc le sujet de ce matin, c'est MOOC, le nouveau diplôme, avec un gros point d'interrogation à la fin. Donc j'ai pris la parole, je vais juste de me présenter. Moi je suis Emmanuel Delamarre, je travaille à l'EDEC, je suis en charge de toute la partie marketing et communication de la division qui s'appelle Entreprise et Carrière. J'ai cofondé le New Gen Talent Center, qui est un centre d'expertise sur la question du recrutement et de la fidélisation des jeunes diplômés dans les entreprises globales. Et je dirige 2 projets de MOOC au sein de l'EDEC. Moi, je suis Sarah Hakel, je travaille dans l'équipe du développement RH chez Canal+. Et nous, on a une expérience assez spéciale avec les MOOC parce qu'on a travaillé à lancer des parcours en interne chez nous à destination de nos collaborateurs. Où on sélectionne des MOOC en rapport avec notre business, on les propose aux collaborateurs, on crée des promos internes, on fait des meet-ups de lancement, des meet-ups de mi-parcours. Et à la fin, on fait un échange avec nos experts internes sur le sujet du MOOC. Donc voilà, ça va être intéressant d'échanger avec vous sur votre expérience des MOOC. Bonjour à tous, Jérémy Silsik, j'ai cofondé Youno en 2013, qui est une société spécialisée dans la conception de MOOC. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec Sarah et Emmanuel. Donc on accompagne les grandes écoles, les universités, les entreprises dans la conception du MOOC, à la fois la conception pédagogique et la conception technique. Et on a à ce jour réalisé 15 MOOC et donc pas mal de MOOC qui sont en cours aujourd'hui de développement. Alors pour planter le décor, oui. Il y a 2 places de libre là. N'hésitez pas à venir. Hein. L'idée c'est aussi que voilà, que tout le monde puisse participer. Donc il y a 2 places de libre. Qui c'est qui veut venir toi, Laurent. Moi non. Je rappelle, j'ai des coups de sifflet à faire. Mais n'hésitez pas à venir. Hein. Cyril, tu peux venir. Voilà, Tiens, voilà. Non. Toi, tu préfères. Voilà. C'est pas grave. Aurélie. Enfin voilà, j'en profite de ceux qui sont en première. Olivier, venez vous asseoir. Hein. Il y a de la place. N'hésitez pas. Et c'est vraiment courageux. Les deux courageux. Qui arrive et Kaylee. Moi je veux bien lancer le débat parce qu'il faut que je parle dans 10 minutes, mais... très bien. Alors, allez, on va juste faire une petite intro, juste quelques mots et après laisse la parole. Donc, alors, juste pour souligner le côté précurseur de True Paris, c'est un sujet qu'on a déjà commencé à évoquer l'an dernier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la salle qui étaient là à l'époque, et c'était assez rigolo comme débat. On a beaucoup parlé de business model. Et on était encore dans ce côté, les MOOC, le côté très philanthropique, je donne au monde du contenu et tout va bien, on partage, on s'aime, on s'envoie des fleurs. Donc c'était assez rigolo comme débat. Entre-temps, sur un an, on a eu 617 articles dans la presse française sur les MOOC. 12 par semaine. C'est un truc, il y a eu un phénomène de mode, là, un emballement sur le sujet, avec un pic sur l'hiver dernier, avec un monceau de conneries qui a été écrit aussi dans ces articles, peut-être qu'on en reparlera après. Et voilà, on a eu un phénomène comme on a rarement vu dans les médias par rapport à la question de l'enseignement sur les MOOC. Donc on est assez précurseur il y a un an. Donc comme je vous le disais, la question, le point c'est MOOC, le nouveau diplôme. Alors, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait, ça fait 13 ans que je bosse dans le monde de l'enseignement supérieur. J'étais jamais allé chercher la définition de ce qu'est un diplôme et d'où ça venait. C'est un mot qui vient du bas latin, diploma, d'origine grecque, qui veut dire papier plié en 2. J'ai appris, je suis super content, papier plié en 2 avec un tampon dessus. Mais c'est pas là le point intéressant. Si on regarde ce qu'est un diplôme dans sa conception, il y a 3 choses différentes au sein du diplôme. Le premier niveau du diplôme, c'est l'estampille officielle, en particulier en France, avec les diplômes qui sont reconnus par l'État. C'est vraiment le côté, je vous donne quelque chose qui valide, et je le valide avec un grade, d'ailleurs, licence, master 1, master 2, etc. Donc ça, c'est le côté très juridique du terme. Il y a un deuxième élément de ce qu'est un diplôme, c'est la preuve de ce qu'on a appris, a priori. Si j'ai ce diplôme-là, c'est que derrière, j'ai appris ces éléments-là. Et le troisième élément, c'est un élément d'image. Souvent, dans les dîners, où on se rend compte, t'as quoi comme diplôme? La question, c'est pas de savoir t'as appris quoi, c'est de quelle école tu es. Donc, c'est quoi la marque, c'est quoi la notoriété de ton diplôme. Et donc, les 3 composantes, notoriété, savoir et puis l'estampille, c'est vraiment ça ce qui fait l'entièreté d'un diplôme. Aujourd'hui, si on regarde les MOOC, très rapidement, ça vient répondre à 2 des éléments. Clairement, le côté
j'acquiers des savoirs, et le deuxième, celui de la notoriété. Quand on va suivre un MOOC d'Harvard, de Stanford, on vient s'acheter une part de notoriété. Aujourd'hui, il reste le troisième point, qui est celui de la validation. On commence à voir des crédits ECTS, donc les fameux crédits qui permettent justement de valider un diplôme, qui apparaissent sur certains MOOC, mais c'est un épiphénomène pour l'instant. Je ne suis pas sûr que l'environnement légal français permette, en tout cas à court terme, de faire une somme de crédits ECTS qu'on aurait capté via des MOOC pour faire un vrai diplôme, mais c'est un vrai sujet. Et la question qu'on va vous renvoyer, c'est de dire, ok, les MOOC, nouveaux diplômes, on ne va pas parler côté vraiment école, c'est vous, dans mon entreprise, pour l'essentiel, RH, juste pour faire simple, dans la salle, qui est RH en entreprise? Ok. Est-ce qu'il y a des RH type cabinet ou ce genre de choses qui sont là? Ok. Est-ce qu'il y a des gens du monde des écoles? Ah, je suis tous là. Ah. Candidats dans les écoles. L'entretien, c'est bientôt, donc il faut bosser. C'est juste pour voir un peu la population. Donc, on a une population essentiellement RH ici dans la salle. C'est pour vous aussi comment ces MOOC peuvent être une composante dans un CV, comme l'est aujourd'hui une composante diplôme. Voilà, donc je m'arrête là sur, pour l'instant, on va lancer le débat ensuite. Je laisse peut-être parler de ton expérience avant, parce que je pense que c'est vraiment important justement dans la valorisation par rapport aux collaborateurs, et puis ensuite on débat avec vous. Bah, je vais en parler très rapidement, je vous ai expliqué ce que c'était. Nous, ça a été vraiment, on avait envie de pousser aux collaborateurs une démarche d'autodéveloppement et une démarche d'ouverture, parce qu'on a une entreprise Canal+, on n'a pas beaucoup de turnover, donc on a envie de les pousser à regarder vers l'extérieur. Et les MOOC, ça a été un moyen pour nous de le faire. Ça a été quelque chose où on s'est dit, bon, bah, on n'a pas de contrôle sur le contenu, mais c'est pas très grave finalement. Donc on a sélectionné des MOOC en rapport avec notre business. Et jusqu'à maintenant, on a lancé... la première expérience, en fait, ça a été, on a surfé sur... on a eu une fête de la musique Canal+. Et on a surfé sur ça pour lancer le MOOC Histoire du rock de Coursera. Il y a eu un succès fou chez nous, on a eu 50 participants. Donc comme on l'a fait, on a fait un meet-up de lancement, où on a créé une promo, donc chacun se présentait, chacun disait pourquoi il était là, pourquoi il voulait faire ce MOOC. Et avec celui-là, on n'a pas pu le faire, mais avec des sujets comme gestion de projet, par exemple, qui a été fait par la plateforme Youno. Avec ce sujet-là, on a fait après un meet-up avec la gestion de projet chez Canal+, qu'est-ce que c'est? Donc nous, c'est intéressant pour nous parce qu'ils s'autodéveloppent, on voit qu'ils sont dans une démarche où ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'aller plus loin. On voit que, on peut voir, ça peut être une trace pour la mobilité, donc un mini-diplôme pour dire ensuite, voilà, je veux bouger vers ce job-là. Et on s'est rendu compte aussi que c'était des gens qui n'allaient pas en formation présentielle, parce qu'ils voulaient pas, souvent ils voulaient pas admettre qu'ils avaient un déficit de connaissances sur tel sujet ou tel sujet, et les MOOC, ça leur permettait de le faire. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous avez pu expérimenter les MOOC? Est-ce que vous, ça a une valeur de diplôme pour vous? Vas-y Olivier. Moi j'ai une observation et une question par rapport au MOOC. La première, c'est que ce qu'on valorise à travers une formation, c'est non seulement des choses qui sont apprises, mais ça c'est pas forcément le sujet, mais c'est une capacité à apprendre, à résister au stress, à rentrer en profondeur ou pas dans un sujet dans un temps donné, et on prend finalement les meilleurs de façon assez classique. Alors ça a tous les défauts de la Terre, mais voilà, c'est un système qui fonctionne, et finalement on a besoin de gens qui s'approprient très rapidement de nouveaux sujets, parce que le système scolaire permet, encore une fois avec tous les défauts de la Terre, d'avoir. Mais ma question en fait, elle est sur le MOOC, c'est que dans le fond on dissocie ce qui concerne l'information, le contenu, de la relation, qui est l'échange avec un enseignant, avec vous qui nous communiquez des choses, on réagit, on comprend pas, on comprend tous avec des vitesses et des surfaces différentes. Et le truc qui me turlupine un peu dans le MOOC, c'est de se dire, la relation on va la mettre de côté, parce que c'est compliqué à gérer. En revanche, le contenu on va le multidiffuser, parce que la technique fait ça magnifiquement, et puis, clic-clac-clac, l'affaire est faite. Mais qu'est-ce que vaut un enseignement s'il est dépourvu de quelqu'un qui va illustrer, raconter une anecdote, s'apercevoir qu'il y en a deux qui ne pitchent pas, et puis, etc. Enfin, si on coupe la dimension relationnelle, certes compliquée, quid de la validité du truc? Est-ce que vous avez du coup suivi un MOOC pour observer ce constat-là en fait? Le constat que vous faites de la dissociation entre le contenu qui est diffusé par les vidéos et l'aspect relationnel, est-ce que vous l'avez observé dans les MOOC? Alors, je n'ai pas une grosse expérience, je suis allé sur iTunes U plusieurs fois, j'ai vu des trucs sur des sujets qui m'intéressaient, mais... Justement, on n'est pas dans les MOOC. Du coup, c'est... Justement, c'est la grande différence. C'est une vraie question. Qui a fait un MOOC? Il y a juste un avis là.
une vraie question. Alors, on va peut-être déjà expliquer l'acronyme. Voilà. Comment ça fonctionne? Est-ce que je sais que c'est massif, mais par rapport à l'expérience qu'elle a plus, comment ça se passe en fait et techniquement et quels sont les différents modèles de MOOC? Et la différence avec le e-learning, parce qu'au final... Et voilà. Alors, après, je pense que le sujet peut s'ouvrir. C'est-à-dire que là, on parle des MOOC parce qu'il y a le phénomène de mode et ça a été beaucoup repris. Après, il y a toutes les autres manières d'apprendre autrement que dans le présentiel. Et il y a plein de modes opératoires. Donc, sur le MOOC, déjà, l'acronyme Massive Open Online Courses. Donc, vraiment, les mots sont tous là. Le côté massif, soit tous open, il n'y a pas de droit d'entrée, et cours en ligne. Donc, alors, le principe du MOOC, à la base, est gratuit. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait une question de business model derrière et des modèles qui se créent. On ne va pas rentrer peut-être dans le détail des différents types de MOOC, on peut rentrer un petit peu dedans, mais je pense qu'une des vraies différences aujourd'hui entre un cours filmé et un MOOC, parce que ça peut être on filme une salle de cours et on le met sur le web, ce qui a été l'essentiel d'iTunes pendant longtemps, ça ne rentre sûrement pas dans la définition d'un MOOC. Alors, peut-être qu'on peut reprendre l'historique. En fait, l'historique des MOOC, c'est en 2008. C'était l'idée de dire qu'en fait, à un moment donné, on allait rassembler en fait toute une communauté d'internet sur un sujet et que ça allait être eux qui allaient créer le savoir en fait. C'est les MOOC connectivistes qui apparaissent en 2008 avec toute une théorie derrière que l'apprentissage se fait en fait en connectant les personnes entre eux et l'émergence du coup d'un savoir collectif. Donc ça vient vraiment de là. Et si vous voulez, du coup aujourd'hui le MOOC ça a basculé vers un MOOC un peu plus transmissif avec notamment des contenus qui sont top-down. Mais sur les MOOC, on va dire de deuxième génération qu'on essaie de mettre en place, on a un mélange entre les deux. On a des savoirs qui sont délivrés sous forme de vidéo avec une façon assez transmissive qu'on peut avoir en salle de classe, donc avec un professeur filmé en vidéo qui transmet un savoir. Et derrière, en fait, toute une dimension collaborative et d'échange au travers de forums, d'activités collaboratives. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, je vous interrogeais sur la dissociation entre du coup, le rapport entre l'enseignant et les élèves en salle de classe et le côté transmissif. Et ben en fait, dans le MOOC, on essaie de reproduire cette dimension-là. Alors, c'est pas la même qu'en présentiel. On n'aura pas le prof devant un élève en one-to-one, ou alors effectivement en essayant de juger la façon dont les apprenants vont acquérir le savoir. Par contre, on va démultiplier les sources en fait de connexion. C'est-à-dire que plutôt qu'il y ait une seule relation entre le professeur et les apprenants, on va avoir des relations entre les apprenants entre eux. On va avoir d'autres intervenants, qu'on appelle des teaching assistants, qui vont répondre aux questionnements des apprenants. Donc en fait, on va démultiplier les canaux de relations en fait, entre les apprenants. Et c'est ça qui est innovant dans le MOOC, c'est la dimension communautaire et collaborative qui crée en fait des véritables communautés d'apprentissage en ligne qui vont se retrouver sur des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, qui vont créer des groupes LinkedIn, qui vont se retrouver dans la vie physique en créant des meet-ups, etc. Et donc c'est cette dimension-là qui est valorisée dans le cadre du MOOC. Il y a aussi des live streams avec les professeurs où ils peuvent échanger avec les étudiants peuvent leur poser des questions. Donc là, comment ça se passe? Ils leur donnent un rendez-vous, jeudi à telle heure, je serai là et les étudiants viennent échanger. Mais ça se passe exactement comme un cours d'université, il y a une durée, ça se déroule de telle date à telle date. À chaque fois, ça se passe par semaine. Donc chaque semaine, on vous donne 5-6 vidéos, un test à la fin par exemple. Vous faites ces 5-6 vidéos, vous faites le test à la fin. Le test est à faire dans les temps. Et c'est ce qui, à la fin, va montrer que vous avez un vrai diplôme. Parce que vous avez tout fait dans les temps, vous avez vu les vidéos au bon moment. Après, ça dépend des modèles de MOOC, mais il y en a certains qui vous demandent de faire les tests à la fin, d'autres qui vous demandent de le faire à la fin de chaque semaine. Disons que c'est qualifiant, en tout cas, on certifie du niveau des apprenants grâce à ces tests-là. Ouais. Quels sont les critères choisis par Canal+ pour valider certains MOOC pour vos collaborateurs? Est-ce que vous avez regardé la méthode d'évaluation? Est-ce que, à part l'expertise métier que vous recherchez, est-ce qu'il y a des évaluations autres Alors nous, ce qui est très important, c'est que la complétude n'importe pas pour nous. Dans la démarche, on ne va pas chercher à ce qu'il fasse 100% du MOOC. S'il le fait, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est plutôt la démarche d'autodéveloppement, la démarche de curiosité et d'ouverture. Quand on sélectionne un MOOC, on sélectionne sur des plateformes, parce qu'on sait que c'est ergonomique, on sait que ça fonctionne bien. On a beaucoup travaillé avec Coursera, on a travaillé avec Uno, on a travaillé avec France Université Numérique, mais ça n'a pas beaucoup marché pour nous, puisque la plateforme nous a pas plu. Et quand on sélectionne, c'est vraiment sur des sujets. Donc, je vais vous donner des exemples. On a fait un MOOC
le MOOC Histoire du rock. On a lancé un MOOC sur les films Hollywood, les films, parce qu'on a beaucoup de population cinéma chez nous. On a lancé un MOOC sur Google, sur la gestion de projet, là sur la pensée design plus récemment. Voilà. Donc en général, c'est des demandes, et ce qui est bien avec cette chose, c'est que nous, on a déjà 200 participants. On l'a lancé en juillet dernier. On a déjà eu 200 participants, et maintenant, c'est beaucoup les participants qui viennent nous voir en nous disant bah, je pense que ce sujet, ça pourrait être intéressant de le lancer en interne et de créer une promo autour de ce sujet. Vous n'avez pas pensé à faire vos propres MOOC, du coup? On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises créent leur MOOC, et ça, il y a plein de raisons stratégiques de sourcing, de notoriété, d'image, mais il y a un vrai enjeu aussi pour l'interne de créer son propre MOOC. Pour l'instant, on est dans une démarche de formation, donc on est plutôt dans une démarche de comment est-ce qu'on développe nos collaborateurs, mais pourquoi pas, en agent de recrutement, ça peut être intéressant à long terme de réfléchir. Est-ce que vous avez des statistiques globales sur le taux d'engagement et sur les gens qui mènent à bien Excusez-moi, mesdames, messieurs, est-ce que les gens qui ont laissé leur portable allumé pourraient le couper parce qu'ici au streaming, on n'entend plus que ça. Je vous remercie. J'ai pas été assez méchant quand j'ai dit. Oui, en fait, moi je fais mon mémoire sur les MOOC de l'année. J'ai lu beaucoup d'articles, donc évidemment il y a eu beaucoup de conneries. Ça dépend mon avis, hein, mais. J'ai l'impression en fait qu'il y a une espèce d'évangélisme qui est dû à l'explosion des MOOC et à la nouveauté en France en tout cas, puisque ça date de 2012, c'est un bon pas pour la France. Et moi je suis un petit peu c'est pas que je suis sceptique, mais je me dis qu'au final le haut de Open il peut aussi montrer qu'on peut partir quand on veut aussi, et c'est ça qui est bien, et je pense qu'il y a une liberté voilà. Donc le fait que ce soit gratuit, ça peut être aussi signe de manque d'engagement. Voilà, je voudrais savoir si vous avez des statistiques, et je voulais savoir aussi ce que j'ai pu lire dans tous les articles, c'est pas un si ça a été lancé par Stanford, par les grandes universités américaines. Est-ce que vous pensez vraiment que le MOOC est une forme de démocratisation du savoir? Parce que j'ai l'impression qu'avec ce côté connectivisme, intelligence collaborative, c'est vraiment, je pense, formaté pour des gens qui ont déjà un background culturel et une autonomie qui ne peut pas être en fait mise en place pour des gens qui n'ont pas fait d'études. Enfin voilà, c'est mes deux questionnements principaux. Mais est-ce que la question, c'est pas est-ce qu'un MOOC peut remplacer une formation initiale? Parce que là le sujet, c'est quand même est-ce que c'est le futur diplôme? Et moi, enfin, je pense qu'il y a pas mal de RH. La question, c'est vous en tant que recruteur, comment est-ce que, parce que l'ACS, ça commence maintenant sur les CV, il y a marqué MOOC. C'est une question d'ailleurs. Et ça, c'est une vraie question. Parmi vous déjà, est-ce que vous avez reçu des CV avec des MOOC indiqués dedans? Ça commence ou pas? Oui. Est-ce que c'est important pour vous? C'est un critère de recrutement? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas significatif, c'est simplement ce que j'appelle l'effet d'aubaine au niveau du candidat, de se différencier. Alors, je ne sais pas s'il l'a suivi ou pas, je travaille dans le monde de la finance. Je vois alors Berkeley, Stanford, je les vois tous sortir parce que, en plus, il y a eu Challenge qui a sorti un classement des MOOC, etc. Donc voilà, et là, ça y est, les CV commencent à être tagués MOOC. Alors, je vais aller sur ce terrain-là aussi. Aujourd'hui, on fait tous des CV, on a tous fait des CV, on a tous nos profils sur LinkedIn. On écrit ce qu'on veut sur un profil LinkedIn. Je peux dire que j'ai un MBA d'Harvard, ce qui n'est pas vrai. Comme je peux mettre dans mon CV, j'ai suivi tel MOOC. Aujourd'hui, quand vous recevez un CV, quand il y a un diplôme inscrit, ça crée une valeur pour vous de ce diplôme. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut créer une valeur, le fait qu'il y ait une liste de MOOC? Ou pas? Aujourd'hui, non, mais demain, oui. Il n'y a qu'à voir, nous, en France, on ne connaît pas les certifications, par exemple, le système des badges, alors que le SAGI, c'est hyper valorisé. Donc aujourd'hui, non, maintenant, je pense qu'on va changer. Moi, je pense qu'il y a un autre cas, c'est est-ce que le MOOC, c'est le nouveau diplôme? C'est un mot à répondre, mais en tout cas, il y a beaucoup de compétences pour lesquelles il n'y a pas de diplôme, parce que les formations n'existent pas encore. C'est pour ça que le MOOC est intéressant. Je sais pas, on parle tout le temps de compétences et de métiers émergents. Il y avait une vidéo sur internet récemment qui expliquait que si on prenait des annonces classées, il y avait une part très significative des métiers qu'on ne retrouvait pas il y a 10 ans. Le système éducatif classique n'est pas forcément suivi, donc justement c'est l'approche collective avec des
Et après, on associe souvent le MOOC avec le diplôme. En fait, moi, le MOOC, je le vois comme l'arrivée des blogs. En fait. C'est-à-dire que chacun, aujourd'hui, a la possibilité d'exprimer son savoir-faire. C'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, peut être formateur. Donc aujourd'hui, c'est comme les blogs, on a envie de s'exprimer sur un sujet qui nous intéresse. Mais là, on a envie de s'exprimer sur un savoir que je maîtrise. Donc pour moi, c'est pas un diplôme, c'est vraiment plutôt la libéralisation du savoir. Et pourtant, aujourd'hui, ça reste des écoles, des professeurs qui font... Oui, mais comme tout, LinkedIn, Facebook, ça a été inventé dans une école. Voilà, ça démarrait dans des écoles, mais après, ça passe avec des écoles. Forcément, il y a un côté élitiste, parce qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les écoles de renommée qui se sont appropriées. Mais demain, moi, je n'ai pas fait une grande école, et demain, je peux créer mon groupe. Si j'ai un sujet hyper intéressant, que j'arrive à attirer des gens, peu importe, c'est la force aussi des réseaux sociaux et de la communication, c'est que l'homme devient une marque, il peut communiquer comme Coca va communiquer sur les réseaux sociaux. Donc ça va être pareil avec les mots. Je partage le savoir-faire, et tout l'intérêt c'est de savoir si le savoir-faire intéresse suffisamment. Et... Est-ce qu'il existe dans le système une manière d'évaluer ce qui a été acquis? C'est le principe du MOOC. En fait, tous les MOOC aujourd'hui permettent d'évaluer, en fait, grâce notamment aux nombreux tests qui sont effectués sur la plateforme. Maintenant, la question, c'est pas celle de l'évaluation, parce que ça existe dans tous les MOOC, ça fait partie de l'identité du MOOC, c'est celle de l'identification en fait, de l'apprenant. À partir du moment où tout ce qui est fait en ligne, on ne peut pas effectivement savoir à 100% si c'est bien un tel qui a suivi tel examen. Donc là, il y a des solutions qui existent. Donc, par exemple, effectivement, on a travaillé avec Centrali sur la mise en place de MOOC certifiants qui délivraient des crédits ECTS. Et pour faire cela, il faut bien savoir si vous avez bien suivi le MOOC jusqu'au bout et si c'est bien vous. Et donc là, on travaille avec des solutions de proctoring, donc de certification en ligne, qui consistent en fait à télésurveiller les apprenants pendant leur examen à distance, avec une webcam, avec des outils qui permettent de contrôler le poste de l'apprenant, et donc qui permettent de reproduire en fait à distance les mêmes conditions qu'un examen en amphithéâtre, où on peut contrôler l'identité, la date de naissance, etc. Donc ces solutions existent, elles commencent à émerger, et dans la plupart des MOOC que nous mettons en place, on met ça aussi en place, et ça permet notamment de monétiser le MOOC, parce que derrière, en fait, on vend la capacité à l'apprenant de pouvoir prouver que c'est lui qui a bien suivi le MOOC jusqu'au bout. Donc ça permet de rajouter de la valeur, en fait. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'avais une question par rapport à... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça, effectivement, que il y a beaucoup essentiellement des écoles qui délivrent des MOOC, c'est qu'elles ont la capacité à délivrer du diplôme. Ça fait partie de leur cœur de métier, et donc c'est plus facile pour elles que pour des entreprises, si on part du principe que la principale valeur est dans la certification, ce qui est une question intéressante aussi dans le cadre du MOOC. Et justement, ça me permet de rebondir sur une question que je vous pose. À votre avis, quelle est la valeur en fait que procure le fait de suivre un MOOC pour un apprenant en fait? Est-ce que c'est simplement un certificat, ou est-ce que vous voyez en fait d'autres éléments qui permettent de dire que quelqu'un a toutes choses égales par ailleurs, entre un candidat qui a suivi un MOOC et un autre, quels sont les éléments qui vous font dire que peut-être celui qui a suivi le MOOC est un candidat plus pertinent en fait? Question ouverte. C'est une question de proportion. C'est vrai que si dans l'échantillonnage, il y en a un qui a suivi un MOOC versus aucun, et que le sujet est intéressant, ça va privilégier. Et s'il y en a un qui a eu jusqu'au bout de la certification, j'ai tendance à penser que ce sera une garantie. Et en dehors de la certification, de l'aspect tampon, on certifie que la personne a bien acquis des compétences. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui permettent de rajouter? C'est la démarche de curiosité naturelle et d'aller chercher à s'auto-développer, entre guillemets. Pour moi, en tant que recruteur, c'est le premier truc que je retiendrai. Plus que le contenu du MOOC ou même le certificat. S'il a été au bout, parce que voilà, s'il a été au bout, c'est la démarche aussi d'autonomie, de persévérance. Parce que face à un MOOC, moi, mon expérience, je sais que c'est compliqué, c'est pas compliqué là où il y a des questions de temps et tout. Si on décide soit en tant que tout seul de s'auto-former, voilà, il faut dégager le temps, il faut s'organiser. Il faut avoir une certaine rigueur pour arriver jusqu'au bout. Chez Canal+, vous proposez, il y a tous les employeurs qui ne proposent pas encore. Et quid demain des collaborateurs qui viendront voir leur DRH en disant ah ben j'ai vu ce MOOC là, je veux le faire, est-ce que tu me dégages du temps pour le faire? Justement, l'usage, ça se passe comment? Vous l'avez déjà mis en place chez Canal+. Déjà, les tranches horaires choisies pour le faire, à quel moment, voilà, si vous avez des grosses tendances qui dégagent, et oui, quels sont leurs retours concrets, concrètement, positifs comme négatifs, vous avez déjà pu avoir?
a une grosse population de cadres, déjà c'est important de le savoir, ce qu'on communique, c'est qu'on leur dit vous le faites quand vous voulez. À n'importe quelle heure, peu importe, il n'y a pas de... bien sûr, si vous voulez prendre 1 heure dans votre journée de travail, vous pouvez le faire. Sauf qu'on se rend compte qu'on est en open space. Donc en open space, c'est compliqué d'aller, même en prenant ses écouteurs, d'aller travailler son MOOC. Donc en général, tout le monde le fait le soir en rentrant chez lui ou le week-end. Donc ça, pour nous, c'est même pas un problème en temps de travail, etc. En général, ils le font d'eux-mêmes chez eux. Ensuite, on est dans une démarche... donc ce qui marche chez nous, c'est la promo. Déjà, on arrive à créer... C'est une valeur pour nous, la transversalité, qu'on arrive à créer des groupes qui sont des gens qui ne travailleraient jamais ensemble en temps normal, qui viennent de plein de métiers différents. Et ce qui marche aussi, c'est le fait de pouvoir le raccrocher à notre business. Donc à chaque fois de dire, et ce sujet-là, qu'est-ce que c'est chez nous ? Ils sont très contents. En général, la première réaction, c'est waouh, c'est incroyable de pouvoir se former à Stanford, Harvard. Et c'est vrai que c'est incroyable dans les MOOC. Et donc c'est ça qui est important. Pour le temps, il n'y en a pas beaucoup qui terminent. Nous, on est à peu près... on n'a pas de chiffre exact, hein, on est que sur du... Je leur téléphone, j'ai de l'échange avec eux. On est à peu près sur du 20% de complétude. On est... Pas déçu par rapport à ça ? Non, on ne cherche pas ça. On cherche l'ouverture, on cherche l'autodéveloppement, on cherche à ce qu'ils aillent chercher ailleurs. S'ils ont déjà fait... En général, ce qui se passe, c'est que le premier MOOC, ils ne le terminent pas. Ils vont jusqu'à la moitié où ils ne font pas les tests, par exemple. Ils regardent toutes les vidéos, mais ils ne font pas les tests. Et après, ils terminent le 2e, le 3e. On arrive très facilement à avoir de la rétention sur ça. Le premier MOOC, ils s'accrochent à la méthode et ensuite, ils continuent. On se rend compte aussi que... Enfin, moi, j'ai beaucoup lu, les MOOC, c'est pour la génération Y, c'est que pour des gens qui ont 25 ans, c'est que... Mais nous, chez nous, c'est des gens qui ont 38 ans d'âge moyen qui font les MOOC. D'affrevieux, c'est un truc... Non, mais donc du coup, c'est pas forcément vrai. On se rend compte en utilisation que c'est pas forcément vrai que c'est que des gens de 25 ans qui font des MOOC, c'est faux. J'avais une question, on parle de valorisation, on parlait de recruter des candidats, etc. Est-ce qu'il y a eu une approche bilancielle du MOOC dans le sens où ça passe en charge, en premier lieu, mais est-ce qu'après c'est inscrit d'une manière ou d'une autre en actif matériel? Est-ce que vous avez fait des essais pour dire une personne formée, ça a une valeur? Pas forcément Canal+, je ne vois pas. Non. Nous, on sait qu'on va le valoriser dans l'historique de formation. Chaque collaborateur a son historique de formation. On le valorisera dedans quand il nous dira qu'il a terminé le MOOC. Et ça, pour le coup, on reste sur sa parole. On sait qu'il s'est inscrit, qu'il est venu au meet-up, qu'il a échangé. Alors nous, on a une entreprise qui a inscrit 300 salariés en fait, au MOOC gestion de projet donc, de Centraline. Donc ils ont dit à 300 salariés, ils leur ont proposé de suivre le MOOC gestion de projet avec tous les autres candidats, donc, comme avec eux-mêmes leur propre... donc nous, on leur a créé une section spécifique où ils pouvaient échanger entre eux, mais ils étaient entre guillemets mélangés avec tous les autres participants, donc les 10 000 autres participants du MOOC gestion de projet. Et on en a eu 200 qui sont allés jusqu'au bout. Et derrière, effectivement, on leur a fait du coup, des tableaux de statistiques où ils ont pu mesurer effectivement le bilan global, les notes des personnes, les travaux qu'ils ont réalisés, parce qu'il y avait des devoirs à rendre toutes les semaines avec de l'évaluation par les pairs. Donc du coup, il y avait vraiment une démarche effectivement RH derrière de valoriser ce qui avait été fait par les salariés. Et à la fin, on leur a aussi créé un MOOC privé pour eux, qui s'appelle donc un SPOC, pour Small Private Online Courses, qui est pour nous en fait un privé du MOOC, et qui du coup était dédié simplement à leurs salariés et qui était basé sur une thématique précise de la gestion de projet qui était l'évaluation de projet. Mais en tout cas, effectivement, il y avait cette démarche d'intégrer pleinement le MOOC comme une formation traditionnelle. Donc plutôt qu'envoyer 300 salariés en formation sur la gestion de projet, ils l'ont intégré et en plus on leur a développé du coup ce module spécifique. Donc effectivement, là il y avait une recherche aussi derrière de validation des compétences, des acquis et derrière du coup une logique de taux de complétion. Mais c'est pas forcément le... Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils en ont fait après, mais en tout cas ils ont récolté toutes les données. Mais effectivement là c'est une démarche différente de celle de Sarah avec Canal+, où effectivement ils valorisent vraiment l'approche autonomie et comme vous disiez aussi la curiosité. Et comme quand on lit un bouquin, c'est pas grave si le livre on ne lit pas jusqu'au bout, si on n'a pas aimé le livre, mais ce qui compte c'est aussi l'effort d'avoir été chercher ce livre, etc. Mais effectivement, il y a cette dimension de si la thématique ne convient pas, si le MOOC on s'y plaît pas, tant pis si on va pas jusqu'au bout en fait. Donc je pense qu'il faut aussi valoriser le fait de s'inscrire, de participer sans forcément aller jusqu'au bout en fait. Et donc ça revient aussi à la question que vous posiez sur les taux de complétion. Effectivement, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis en disant les MOOC ça marche pas parce qu'on n'a que 5%, 10% des gens qui finissent.
bon, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a beaucoup d'apprenants qui s'inscrivent à 50 MOOC. Sur Coursera, ils sont gratuits. Il y a 600 MOOC qui sont disponibles sur Coursera. Vous pouvez tous vous pouvez entrer à ces 600 MOOC. Et effectivement, du coup, parmi ces 90 personnes qui finissent pas le MOOC, il y en a plus de la moitié en fait, qui sont jamais venus en fait, sur le MOOC. Donc c'est important de comparer, si jamais c'est important pour vous de savoir combien de personnes vont jusqu'au bout, c'est de prendre les gens qui ont commencé à participer à la première semaine du MOOC, donc qui sont impliqués au départ, et les gens qui finissent. Et là, si on prend ce calcul-là, sur les MOOC que nous avons réalisés, on est autour de 50 à 60% des gens qui commencent et qui finissent. Donc on arrive déjà sur des statistiques qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, attention aux chiffres, attention aux objectifs. Quels sont vos objectifs? Que c'est valider une compétence ou valoriser le fait de s'impliquer et aussi d'utiliser des nouveaux outils du web. Parce que parmi les valeurs qui sont importantes, je pense, c'est la capacité du salarié à utiliser de nouveaux outils. Donc des plateformes de MOOC, les réseaux sociaux, parce qu'il y a une partie des échanges qui sont sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'effectivement, il y a d'autres objectifs à poursuivre que simplement l'aspect on finit et on est certifié en fait. Et ça, c'est un petit... Le format, il est assez standard. Aujourd'hui, on est sur des MOOC de 4 à 5 semaines, avec en général 1 heure de vidéo par semaine, et au total 4 heures d'activité. En fait, on considère que pour suivre un MOOC correctement, il faut s'impliquer 4 heures par semaine. Donc 1 heure de vidéo, 1 heure d'exercice de type quiz, et 2 heures d'activité comme des devoirs ou des échanges sur les forums. Et donc on considère qu'une formation MOOC, ça équivaut à 16-20 heures de formation en équivalent formation, on va dire. Moi j'avais une question pour le représentant de l'enseignement supérieur. C'est lourd pour mes épaules. C'est un recruteur qui veut vérifier le diplôme classique, je dirais, d'un candidat. Il peut lui demander son diplôme. Il peut aussi appeler l'école pour vérifier s'il a été présent dans cette promo. Comment ça se passe pour un MOOC diplômant? Est-ce que vous gardez des databases de toutes les personnes qui ont... Et du coup, les recruteurs pourront vous appeler pour savoir si telle personne a suivi et a été certifiée? Ouais, double réponse par rapport à ça. Effectivement, quand il y a des recruteurs, nombre d'entre vous demandent une copie de diplôme, ça existe. On est régulièrement aussi appelé par les entreprises pour valider que telle personne a bien le diplôme. On a quelques exceptions d'entreprises qui vont nous demander les relevés de notes. Voilà, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que savoir si l'étudiant a séché ou pas les cours, son implication réelle, en tout cas, c'est pas un discours officiel et formaté. Une boîte qui parle à un prof et cet étudiant-là, t'en penses quoi? Il va apporter cette valeur-là. Mais pour le reste, on ne demande pas d'autres choses. Donc aujourd'hui, on est quand même assez limité par rapport à ça. On est très peu sollicité. On peut avoir des gens qui sont, même si on check la présence, ont eu tout leur crédit au bout du compte, avoir leur diplôme, pour autant avec un niveau d'implication pas énorme. Ça peut arriver. Je réponds à la partie de la question. Sur le MOOC, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à coproduire des MOOC avec des écoles pour en faire une source de recrutement à terme. En se disant justement, je vais pouvoir regarder par rapport à l'ensemble des datas collectées, qui s'est inscrit, l'implication dans le suivi du cours, les résultats au test. Donc tout ça, on parlait de Big Data tout à l'heure dans un autre atelier, voilà, c'est de la donnée qui s'agrège et on va pouvoir regarder qu'un candidat, il a passé X heures sur la plateforme, il a performé au niveau du quiz, il a été dans les... ça ressemble d'ailleurs pas mal à des scénarios de recrutement. Quand vous prenez un assessment center où on va faire des tests en ligne, vous allez mesurer, regarder tout ça, vous analysez de la donnée. On pourrait imaginer demain un MOOC ou un MOOC-like qui soit l'assessment center dans l'entreprise. C'est-à-dire, vous m'avez sélectionné en tant que candidat, vous rentrez dans ce MOOC-like avec des contenus qui parlent des métiers, etc. On me fait passer des tests qui pourraient être des tests psychotechniques en complément. Et au bout du compte, générer une donnée qui vous permet de sortir des profils sur les candidats. Donc, effectivement, c'est le sens de l'histoire, avec en particulier les demandes de plus en plus fortes de l'entreprise d'avoir ces données-là pour agréger et déplacer la question. C'est-à-dire que là où aujourd'hui ça peut être intégré dans l'assessment center en tant que tel, où on fait les tests après coup,
Si on déplaçait le sujet, on aurait déjà l'info avant. Alors je précise que c'est pas dans le futur, c'est oui, déjà en train d'être mis en place. Donc nous, on travaille sur ces sujets-là de création de MOOC avec des partenaires académiques pour faire du recrutement et derrière analyser à la fois les datas et aussi des données comportementales. Par exemple, avec tous les échanges qu'on a sur les forums ou encore des exercices de type évaluation par les pairs, on peut mesurer du comportemental aussi sur les MOOC. Et imaginez par rapport, imaginez des gens qui, par leur cursus scolaire classique, n'ont pas eu l'opportunité de suivre, de pouvoir accéder, comme à nous, aux prépas, etc., pour accéder à nos écoles. Pour autant, il peut avoir une vraie valeur. Les faire suivre un MOOC, ça peut être demain un moyen de repérer des potentiels qu'on n'aurait même pas fait rentrer chez nous par d'autres moyens, et on pourrait imaginer des systèmes de bourses financés par l'entreprise, qu'on pré-repérait des candidats. On leur dit, ok, ils n'ont pas suivi le bon cursus en amont, par contre, ils viennent faire 2 ans chez vous, financés par nous. Enfin, les modèles peuvent s'imaginer assez facilement. Ah, c'est une bonne question. On se pose... Alors, des dettes, mais... Non. Alors... Non mais ça c'est, on se pose tous la question, savoir est-ce que demain on va encore exister. Par essence oui, parce que d'un côté il faudra toujours des gens pour avoir une vraie expertise pédagogique et être capable en amont de faire de la recherche sur le sujet, de le transformer en contenu pédagogique et le transmettre. Ça c'est un élément. Et aujourd'hui à part des écoles et avec un mode une manière de financer ça, il faut les payer les profs pour le faire. Donc il va falloir quand même des structures pour ça. Deuxièmement, et on le voit, tu parlais de Meetup tout à l'heure, pareil, le côté physique se retrouve. Et donc le côté se retrouver en promotion, d'ailleurs on parle de promotion aussi d'apprenants, et de se retrouver physiquement, les lieux physiques d'enseignement vont continuer à exister. Là, on traite les MOOC en tant que tels, mais on parlait d'e-learning tout à l'heure, on parle aussi de blended learning. On peut imaginer des protocoles mixtes avec Je suis un MOOC. On a même des profs aujourd'hui, des profs classiques qui font leurs cours comme ici avec un amphi, qui proposent aux étudiants avant le cours de suivre un MOOC pour acquérir quelques éléments, pour pouvoir lui enchaîner avec son cours réel derrière. Et de toute façon, le mode d'enseignement aujourd'hui va bouger vers un mode beaucoup plus anglo-saxon, dans le sens où le mode habituel d'enseignement en France, dans les pays latins, c'est le top-down. Je viens prendre la béquille. Je suis dans la salle, j'attends que le prof, et d'ailleurs même les parents vous disent « Mon fils, il n'a pas eu beaucoup d'heures de cours, et quand je regarde les notes qu'il a prises, il n'a quand même pas pris beaucoup de pages de notes. » Donc la mesure de la performance vue par les parents, souvent, c'est le nombre de copies doubles qui ont été grattées. Ah. Le cours dans un monde anglo-saxon est plus un challenge du savoir. Je vais faire mon travail en amont, je vais m'intéresser au sujet, à la profondeur du sujet, aller lire le livre historiquement, mais maintenant aller me former. Et derrière, dans la salle de cours, challenger mon savoir. Et le challenger avec mes pairs et avec le prof. Donc c'est l'existence... alors dans 200, dans 300, peut-être qu'on aura des puces et on aura un truc connecté sur le cerveau, comme dans Real Humans, là on va pouvoir s'injecter des choses. Voilà. Et voilà, mais... Oui, mais aujourd'hui, un étudiant qui sèche, c'est la même chose. Il ne vient pas parce que le prof ne l'intéresse pas aussi. Il faut être très conscient de ça. Et aujourd'hui, une dimension aussi importante par rapport au savoir, c'est comment je me fais accompagner dans mon savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai lu un livre que ça suffit pour savoir. Il a fallu que j'ai un échange. Et qui mieux que le prof pour challenger aussi le savoir avec l'étudiant, lui donner des envies de pousser plus loin sur quelque chose, ou lui développer son esprit critique. Parce que c'est bien beau aussi d'avoir du savoir, si derrière on ne travaille pas l'esprit critique pour s'ouvrir. Donc le rôle du prof est central là-dedans, le prof et les pairs. Vraiment ça c'est... Et c'est pas parce que c'est écrit EDEC sur mon front que je pense que c'est vraiment une conviction forte. On aura toujours besoin de se retrouver avec des gens et continuer à échanger sur le savoir. En tout cas, moi j'ai l'impression que les candidats se sont appropriés les MOOC, en tout cas plus rapidement que les RH. Et moi ce qui m'inquiète, c'est comment un RH qui n'a pas suivi le MOOC va pouvoir recruter un candidat qui a lui très bien valorisé sur son e-profil, réseau social ou sur un CV papier, qui a bien valorisé son MOOC. Et là, c'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer d'en faire un. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent s'associer avec moi pour qu'on crée un business d'évaluation des MOOC, un truc, parce qu'il y a un vrai business là. Il y a eu le classement dans les journaux, mais on est une industrie qui est extrêmement cotée
aujourd'hui l'enseignement. On a des classements de partout, des accréditations, enfin on est assailli par ça, ça vous prend un temps fou. Demain, créons une accréditation pour les MOOC. Pour, à défaut d'avoir une évaluation des MOOC, est-ce qu'il y a quand même une convention de dommage commune? Est-ce que je veux trouver tous les MOOC qui forment à la soudure? Est-ce qu'il y a une tentative pour approcher ça au framework ESCO ou ONET ou Google? Pas un Google justement, c'est par rapport à une norme. ONET, ESCO c'est européen, ONET c'est américain, c'est des référentiels de métier compétent. Je vais vous faire juste une réponse un peu à côté de la plaque. La terminologie MBA. On peut aller voir les facs américaines, elles ont toutes ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas une estampille en tant que telle. C'est pas un grade, enfin c'est un grade reconnu, mais c'est pas un grade reconnu comme on peut l'avoir sur chez nous en France. N'importe qui demain peut lancer un MBA aux États-Unis. Donc c'est quand même, je fais le parallèle, c'est-à-dire que demain un MOOC sur une terminologie, s'il n'y a pas quelque chose pour l'encadrer, mais par contre qui va l'encadrer? MBA c'est un grade un peu factice, mais ce que je veux et ce qui compte c'est la notoriété de la marque qu'il y a derrière. Non, mais alors, d'accord, mais c'est open, mais demain je veux trouver simplement la liste des MOOC qui enseignent la soudure. Et il y a un annuaire. Il y a des annuaires de MOOC. Il y a des annuaires francophones par exemple. Il y a des annuaires aujourd'hui généralistes en fait, on n'a pas encore des annuaires sectoriels. Mais effectivement, dans l'avenir, on va avoir des plateformes aussi qui vont se lancer qui vont créer des MOOC, mais du coup sur des verticaux précis. On n'aura pas sur la soudure parce que aujourd'hui, comme me disait mademoiselle, les MOOC c'est quand même une population très ciblée, notamment c'est des cadres. Grosso modo, aujourd'hui 80% des apprenants du MOOC c'est pas plus 5 et plus. Et pourquoi justement on n'aurait pas des MOOC sur des populations non cadres? Alors là c'est peut-être un peu provocant en disant il n'y aura pas des MOOC sur la soudure, tout simplement parce que sur les activités pratiques notamment, on ne pourra jamais remplacer en fait du coup le... Il y a des cours de musique quand même, il y a quand même des cours de musique, de violon en vidéo, donc voir quelqu'un souder, apprendre à souder, dire moi j'ai jamais fait de soudure de ma vie, rien que suivre un cours pas de 10 heures sur la soudure, je dis pas que je saurais le faire après. Je dis que quand je verrai quelqu'un le faire, j'aurai un savoir complémentaire sur cette question. Si un jour je me retrouve dans une problématique de soudure chez moi, j'aurai peut-être plus de clés pour y répondre. Après, je pense que le MOOC va évoluer. Aujourd'hui, on est quand même sur la marque, on l'a dit tout à l'heure. Enfin, le MOOC est quand même accroché aujourd'hui à des marques en fait. Donc en fait, les thématiques qui sont aujourd'hui ciblées par les MOOC, on a la musique. Mais la musique, c'est qui? C'est Berklee, qui est une marque internationalement connue dans la musique. Donc peut-être qu'on aura des entreprises, on aura peut-être Lafarge, je ne sais plus qui c'est qui fait de la soudure, qui va faire des MOOC sur ces sujets-là. Mais bon, après, ce sera peut-être des MOOC privés pour leur partie prenante interne, etc. Donc finalement, l'acronyme va évoluer. On aura des personnes qui disent qu'ils font des MOOC, mais en fait, ce sera peut-être pas des MOOC au sens peut-être pur du terme. Donc bon, tout ça va évoluer effectivement. Pour la soudure, je vous invite à aller sur la banque audiovisuelle de l'AFPA, qui est le premier opérateur qui travaille sur ces métiers-là. Et vous pourrez suivre un titre professionnel en vidéo, puisque l'AFPA a basé son business model sur la reproduction du geste professionnel, savoir souder, plaquiste, etc. Et bien dessous, vous pouvez voir comment tout un titre professionnel a été monté en audio et en vidéo, et vous pouvez reproduire le geste. Donc ça ne s'appelle pas un MOOC, voilà, mais ça existe. C'est possible. Vous voulez participer? Moi je suis étudiant en école de commerce à France Université, donc je suis pas beaucoup d'étudiants. J'ai suivi pas mal de MOOC cette année. Ça m'a beaucoup interrogé cette ouverture par rapport au MOOC. C'est comme une espèce de spécialité qu'on fait en autonomie complètement. En école de commerce, on a beaucoup de fonctions management. Si on veut se former sur d'autres fonctions, les MOOC, ça permet tout ça. Et moi, ce que je me pose une question, vous parlez de l'accréditation des MOOC. Les écoles coûtent très cher, on demande 10 000 € pour une école par année. Du coup, on peut faire ses cours chez nous, à domicile, aller en faculté, et donc du coup ne pas payer une école. C'est cette interrogation que je me pose. Et c'est aussi sur l'évaluation, c'est-à-dire j'aimerais bien arriver en recrutement, avoir un entretien, et dire bah voilà j'ai un diplôme, mais le diplôme c'est pas seulement ça qui compte. D'un côté j'ai fait des MOOC, et du coup je voudrais savoir s'il y a un avenir. Vous avez beaucoup parlé au niveau de l'interne, des entreprises, moi c'était plus au niveau de point étudiant. Vous en pensez? Alors, je reviens juste sur le point de la notoriété et du diplôme. Aujourd'hui, un recruteur, quand il voit un CV, le diplôme a une valeur en tant que tel. Et ce n'est pas le cas, c'est d'ailleurs le point de la question centrale ici. Est-ce que le MOOC a une valeur dans une logique de recrutement? Aujourd'hui, vous pourrez avoir 25 MOOC gratuits que vous avez suivis qui pourraient ressembler à un programme complet, ce qu'on pourrait reconstituer un programme complet d'une business school, par exemple, avec tous les... En tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur sur le marché, une faible valeur. Même si sur le fond, on pourrait faire quelque chose. Mais au-delà de ça, votre cursus,
il y a aussi toute une logique de construction. Il y a des gens qui ont pensé à une construction d'un parcours. Ça visualise de plus en plus. Il y a les parcours de stage à côté, les accompagnements. Donc, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'apprentissage en tant que tel, le savoir et le cours, ce n'est qu'un élément de l'ensemble du diplôme que vous allez avoir et du protocole pédagogique que vous allez suivre. Donc, c'est pas que ça. Donc, ça suffira pas de se faire une liste de MOOC pour avoir un diplôme. Pardon. Et je pense que de toute façon, le business model, il ne s'est pas encore trouvé. C'est le début. Il y a certaines grandes universités américaines qui proposent des MOOC diplômants gratuits et qui vont se rémunérer sur un pourcentage des emplois, enfin des salaires à la sortie des écoles des étudiants, enfin des diplômés. Par exemple, ça, c'est les tentatives, mais je pense que le business model final, il n'est pas encore pour la certification, il faut payer 50 €. Ouais, c'est le modèle le plus répandu. Ouais, ça, c'est ce qui se passe. Bon, à fin de 23, les MOOC, c'est gratuit et en fait c'est par rapport à un pourcentage, par rapport au questionnaire. Mais est-ce que ces certifications ont une réelle valeur sur le marché aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire dans le CV, bah voilà, j'ai payé 50 €, j'ai eu mon MOOC. Mais nous qui sommes sensibilisés à cette démarche en interne, on va commencer à regarder autrement les gens qui ont fait des MOOC. Ça remplacera jamais l'école, mais par contre on verra qu'il y a une démarche d'autonomie, de curiosité, d'autodéveloppement, et ça va être important pour nous. Mais peut-être parce que nous on a été sensibilisés en interne à ça et qu'on a vu ce que ça donnait sur nos collaborateurs. Ça va être un produit complémentaire, en fait, pas substituable. On va toujours avoir la valeur du diplôme après en présentiel, parce que, comme on le voit aussi, il y a quand même un esprit de promo qui se forme aussi en école. On rencontre aussi, on fait du networking, et on se crée aussi notre réseau professionnel du coup en école. Donc ça, c'est quand même plus difficile à avoir dans les MOOC. Et je rebondis sur l'aspect effectivement compétences, le fait que vous disiez effectivement, moi je me forme sur des disciplines que j'ai pas en école de commerce. Je pense que c'est ça aussi qui va être valorisé. On va avoir un profil qui va avoir fait, qui a sa marque, sa grande école, qui a fait, on peut juger de sa valeur. Et en plus, il va pouvoir du coup avoir été formé sur d'autres compétences qui n'existent pas encore lorsqu'il a suivi son diplôme. Parce qu'on le voit aujourd'hui, les compétences par exemple sur le digital, sur les réseaux sociaux, ne sont pas encore vraiment internalisées dans les écoles. Et donc du coup, il va pouvoir compléter en fait son parcours, son cursus initial avec des formations qu'il n'a pas eues au moment où il a suivi les cours en fait. Donc je pense qu'en fait, les MOOC vont évoluer plus rapidement que les cursus pédagogiques dans les écoles. Et donc, on va avoir, à mon avis, demain, les salariés vont être obligés en fait de continuer à se former, notamment via les MOOC sur des compétences complémentaires pour lesquelles ils n'ont pas eu accès lors de la formation initiale. En fait. Donc, vraiment comme un produit complémentaire et ça ne va pas entièrement se substituer au diplôme actuel. Comment ça rentre dans mon SIRH? Ça rentre pas. Une question. Mais est-ce qu'en tant que recruteur, vous faites attention aux formations continues qui ont été suivies par un candidat, par exemple, ou par un candidat qui a déjà été employé précédemment et donc qui a suivi des cursus de formation professionnelle et qui l'a mis sur son CV? Je pense qu'il faut le regarder comme ça, hein, c'est-à-dire que ça remplacera, c'est mon avis, ça remplacera pas une formation initiale, mais par contre ça peut remplacer des formations professionnelles. Et je pense que ceux qui ont un peu du mouron à se faire, c'est pas tant les écoles, mais c'est les organismes de formation professionnelle. Allez, si, allez. Jennifer, tu ranges ton sifflet. Il y a déjà eu, mais... Il y a une question. Je vais faire à 2 si vous voulez, à 3, non? Il y a une question. Alors le top 5. Moi je mettrais... En anglais ou en français? Vous parlez en anglais? On est bilingue ici. Non, en français, c'est celui ou ceux qui reviennent le plus
Le gestion de projet, il revient beaucoup. Ça fait déjà combien de fois qu'il a été lancé? On est à 4e édition du MOOC gestion de projet. Effectivement, c'est un MOOC qui a beaucoup de succès, où on a 10 000 participants pour chaque promotion. Mais parce que aussi, ça s'adresse à des salariés la gestion de projet, c'est des compétences qui sont nécessaires dans beaucoup d'entreprises. Donc, de par la thématique, effectivement, ça explique notamment le succès. Moi, j'ai vu celui de Coursera aussi, qui s'appelle Creativity, Innovation and Change, qui a beaucoup marché pour nous et qui est super intéressant pour des méthodes. Mais je pense que Pensée Design va prendre pas mal de place en France. Qui vient de démarrer, Qui est aussi des méthodes, qui donnent des méthodes de créativité. Après, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. On parlait d'entreprise. Là, il y a Rue 89 qui vient d'en lancer un sur l'écriture digitale. Et ça montre aussi que quand on a une expertise en tant qu'entreprise, se dire pouvoir la pousser. Et là, c'est pas pour des buts de recrutement, je pense que, mais c'est intéressant de se dire. Et il est plutôt, des premiers éléments qu'on voit, il est plutôt bien foutu. Ce qui marche bien aussi, c'est finance pour mon financier. Oui. Eh ben, j'allais vous dire merci en tout cas à tous. Merci à tous. Et un MOOC gestion du temps. Merci.